Au-dessus des toits pointus du Paris médiéval, le crépuscule descendait tel un lourd rideau de velours. Un brouillard, épais et frais, rampait lentement depuis les rives de la Seine, emplissant les ruelles étroites et sinueuses d'un voile laiteux qui semblait étouffer chaque bruit, chaque murmure. Dans ce silence humide, les rares lueurs jaunes des réverbères tremblaient faiblement, écartant avec peine les ténèbres qui avançaient. La ville se préparait au sommeil, se cachant derrière de lourds volets de chêne et des verrous de fer, abandonnant les pavés à la merci du vent nocturne et du silence. Le long du quai désert, s'enveloppant plus étroitement dans une vieille cape de laine trouée, se faufilait un garçon nommé Lucien. Il connaissait ces rues mieux que les lignes de sa propre main. Chaque saillie de mur, chaque pierre instable sous ses pieds lui était familière. Pour un observateur extérieur, il n'aurait semblé être qu'une ombre de plus, glissant entre les murs des maisons endormies. Lucien ne craignait pas la nuit. Pour lui, c'était un moment particulier où la ville révélait ses petits secrets oubliés, ceux qui se perdèrent le jour dans le vacarme de la foule et le fracas des charrettes. Il marchait doucement, touchant à peine le sol de ses talons, habitué à être invisible et inaudible. Un vent humide soufflait de la rivière, apportant l'odeur du bois mouillé et de la vase. Lucien s'arrêta près d'un empilement de caisses vides laissées par des marchands au bord de la place du marché. Son attention fut attirée non par la cargaison, mais par une étrange et faible lueur émanant d'une profonde fissure entre les pavés. Ce n'était pas le reflet habituel d'une lampe à huile, ni l'éclat froid d'une étoile lointaine. C'était une lumière douce, pulsant à peine, cachée sous une couche de poussière et de feuilles mortes. Le garçon s'accroupit prudemment, effleurant la pierre froide et humide, et écarta délicatement les débris. Là, à moitié enfoui dans la terre, gisait un objet qui n'avait manifestement pas sa place dans cette boue. Un manche, étroitement enveloppé de cuir noirci par le temps, couronné d'un gros rubis terne. Lucien referma ses doigts sur la poignée et, à sa grande surprise, la lame céda facilement, comme si la terre elle-même désirait rendre sa trouvaille. C'était une dague ancienne, tachée de rouille, mais sa lame, malgré l'âge, restait droite et acérée. Dès que le métal toucha la paume du garçon, le rubis terne sur le manche cligna et s'emplit d'une lumière chaude et régulière, éclairant les bottes sales de Lucien et le bord de sa cape. Au même instant, une voix calme et grinçante, semblable au bruissement de feuilles sèches sur les pavés, s'éleva de l'ombre épaisse des étals. « Il ne faut pas cacher ce qui veut être trouvé, mon garçon », chuchota une silhouette émergeant de l'obscurité. C'était Mère Chouette, une vieille femme qui semblait avoir habité ces rues depuis toujours. Elle s'appuyait sur un bâton noueux et ses yeux, perçants et attentifs, brillaient à la lumière du réverbère. Lucien ne tressaillit pas. Il la connaissait depuis longtemps. Il lui tendit sa trouvaille, laissant la lumière du rubis tomber sur son visage ridé. « Je l'ai trouvé dans les pierres, mère », répondit doucement Lucien, sa voix résonnant calmement dans le silence nocturne. Il est chaud, comme s'il était vivant. La vieille femme s'approcha sans toucher la dague, l'examinant avec une distance respectueuse. « Ce n'est pas simplement de la chaleur, Lucien, dit-elle, et la vapeur de son souffle se mêla au brouillard. C'est de la mémoire. Cette lame n'a pas vu la lumière de la lune depuis de très nombreuses années. » Mère Chouette invita d'un signe le garçon à se retirer sous le large auvent d'une boulangerie fermée, où l'humidité de la nuit se faisait moins sentir. Elle s'assit lentement sur un banc de bois et fit signe à Lucien de s'asseoir près d'elle. Le rubis sur le manche continuait de pulser doucement, dissipant les ténèbres autour de leurs pieds. Lucien sentait un étrange calme émaner de l'arme, comme si elle promettait silencieusement une protection. « Connais-tu les légendes de notre ville, enfant ?» demanda la Chouette en regardant par-dessus les toits, là où les flèches des cathédrales perçaient les nuages bas. On dit qu'il y a à Paris des objets qui ne gardent pas l'or, mais les sons, les voix, les rires, le tintement des cloches.
Lucien passa prudemment son doigt sur le métal froid de la lame. « Peut-on vraiment voler des sons ?» demanda-t-il avec incrédulité, scrutant le visage de la vieille femme. « L'ombre voleuse le peut, » répondit-elle sérieusement, et sa voix devint encore plus basse, se fondant presque avec le murmure du vent. Elle rôde dans les rues quand la ville dort et prend les sons, ne laissant que le vide. Cette dague est une clé. Elle a été volée d'un livre dans la bibliothèque royale, un livre qui garde la vérité. Tant qu'elle ne sera pas remise à sa place, la ville plongera dans un silence de plus en plus profond. N'as-tu pas remarqué comme tout est devenu calme près de la rivière ? Lucien tendit l'oreille. C'était vrai, le bourdonnement nocturne habituel de la grande ville avait disparu. On n'entendait ni le clapotis de l'eau contre les piles des ponts, ni le grincement des enseignes, ni l'aboiement lointain des chiens. Le silence était dense, ouaté. Il pesait sur les oreilles et éveillait un étrange sentiment d'inquiétude. Il semblait que l'air lui-même s'était figé, craignant de bouger. Lucien cacha la dague sous sa cape, mais sa douce lueur perçait tout de même à travers le tissu grossier, créant autour du garçon un halo de lumière pâle. « Nous devons y aller », dit Lucien en se levant du banc. « Si l'ombre est ici, nous ne pouvons pas rester sur place. La bibliothèque est loin sur l'autre rive. » Mère Chouette acquiesça, s'appuyant en gémissant sur son bâton. « Le chemin par les rues est dangereux. L'ombre verra la lumière, avertit-elle. Nous prendrons un autre chemin. Un chemin ancien. » Ils avancèrent le long du mur, essayant de rester dans les zones les plus sombres, bien que la lumière de la dague trahît leur présence. « Où allons-nous » demanda Lucien alors qu'il tournait dans une ruelle étroite envahie de lierre, s'éloignant de la rivière. « Dans les catacombes » répondit la vieille femme sans ralentir. « Sous terre, l'ombre n'a pas autant de pouvoir. Là-bas règne un silence éternel et elle n'a rien à y voler. » L'entrée du souterrain était dissimulée derrière une vieille chapelle affaissée, dont les portes étaient depuis longtemps envahies par la vigne vierge. Lucien poussa avec effort la lourde grille dont les gonds grincèrent plaintivement, brisant le silence surnaturel de la nuit. De l'obscurité de l'ouverture émanait une odeur de froid, de terre humide et d'ancienneté. Les marches de pierre descendaient abruptement, disparaissant dans des ténèbres impénétrables que l'on aurait cru pouvoir toucher de la main. Lucien sortit la dague de sous sa cape. Maintenant, loin des réverbères, le rubis brillait vivement et avec assurance, éclairant le chemin d'une lumière rougeâtre et chaude. Les murs de l'étroit corridor étaient faits de pierres lisses, polies par le temps, sur lesquelles brillaient des gouttes d'humidité. « Reste près de moi », chuchota Lucien en posant le pied sur la première marche. « C'est glissant ici. » Ils commencèrent la descente. Le bruit de leurs pas résonnait sous les voûtes et cet écho était la seule chose qui troublait le silence. Mère Chouette suivait, sa main fermement posée sur l'épaule du garçon. « Cette lumière, dit-elle doucement en regardant la lame scintillante, elle n'éclaire pas seulement la route. Elle montre ce qui est caché aux yeux. Regarde les murs, Lucien. » Le garçon leva la dague plus haut. Sur les pierres grises, là où tombait le rayon de lumière, commencèrent à apparaître des signes et des indicateurs à demi effacés, invisibles à la lumière ordinaire. C'était une carte gravée dans la pierre il y a des siècles. Les tunnels sous Paris bifurquaient comme les racines d'un arbre gigantesque, s'enfonçant toujours plus profondément dans les entrailles de la terre. L'air ici était immobile et dense, saturé d'odeurs de chaux et d'argile ancienne. La lumière de la dague arrachait à l'obscurité des voûtes basses couvertes d'une mousse douce qui étouffait même l'écho de leurs pas prudents. Lucien avançait, vérifiant les signes sur les murs qui s'illuminaient d'argent sous les rayons du rubis, indiquant la bonne direction dans ce labyrinthe infini. Mère Chouette suivait, son souffle était régulier et mesuré malgré la longue marche. Elle passa la main sur le mur rugueux, comme pour saluer un vieil ami. «
Ces pierres se souviennent du temps où, à la place de la ville, il n'y avait que des forêts et des marais, dit-elle doucement, et sa voix résonnait ici avec une profondeur particulière. Les souterrains gardent le silence, Lucien. Mais c'est un bon silence, un silence de repos, et non ce vide qu'apporte l'ombre. Lucien s'arrêta un instant devant un carrefour où le couloir se divisait en 3 bras sombres. La dague dans sa main vibra faiblement et le rayon de lumière, tel l'aiguille d'une boussole, dévia de lui-même vers la droite. « Elle nous guide » dit le garçon en tournant dans le passage indiqué, comme si elle voulait elle-même rentrer chez elle. « Les objets ont une mémoire » opina la vieille femme. « Ils tendent toujours vers l'endroit où ils ont été créés ou aimés. » Le corridor s'élargit progressivement, les menant dans une vaste salle circulaire dont la voûte était soutenue par d'épais piliers de pierre. Au centre de la salle, dans un renfoncement, s'accumulait de l'eau tombant du plafond. Ces sons rares et rythmiques de gouttes chutant étaient dans la seule musique du souterrain. Ploc, 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 résonnait tout autour, apaisant et berçant. L'eau dans le petit bassin était noire et lisse comme un miroir. Lucien s'approcha du bord de l'eau et éclaira sa surface. Dans les profondeurs se refléta non seulement sa silhouette, mais aussi une ombre étrange qui glissa quelque part haut au-dessus. Par-delà le plafond de pierre, comme si quelqu'un d'immense volait au-dessus de la terre. « Tu as entendu ?» demanda Lucien en chuchotant, levant la tête vers les voûtes. Là-haut. Mère Chouette s'arrêta près de lui, s'appuyant sur son bâton. Elle ferma les yeux, écoutant les vibrations de la pierre. « L'ombre nous cherche », répondit-elle calmement, sans peur. Elle sent la lumière de la dague comme un prédateur nocturne sent la chaleur. Mais la pierre est épaisse et les racines sont profondes. Elle ne peut pas nous atteindre ici. Nous devons continuer vers la sortie près de la rivière. La montée vers la surface fut longue. L'escalier en colimaçon, taillé à même la roche, tournait, les élevant toujours plus haut, loin du repos séculaire des souterrains. À chaque tour, l'air devenait plus frais. On y sentait des notes d'humidité fluviale et de feuilles d'automne. Enfin, l'escalier buta sur une lourde grille de fer à travers les barreaux de laquelle s'infiltrait un brouillard gris d'avant l'aube. Lucien pesa de toute son épaule sur le mécanisme rouillé. Avec un gémissement sourd et laborieux, le métal céda et la grille s'ouvrit lentement, libérant les voyageurs dans les bras frais de la nuit parisienne. Ils se retrouvèrent sur un quai de pierre bas, au bord même de l'eau. La Seine roulait paresseusement ses eaux sombres, clapotant à peine contre les marches. Le garçon inspira profondément l'air humide et cacha la dague plus profondément dans les plis de ses vêtements, ne laissant qu'une étroite fente pour la lumière. « Sommes-nous proches ?» demanda-t-il en scrutant l'épais voile de brume qui cachait la rive opposée. « L'île de la Cité est juste devant nous, » répondit la Chouette en pointant un doigt noueux vers la blancheur laiteuse. « C'est le cœur de la ville, et c'est là qu'est la bibliothèque. Mais le pont devant nous est enveloppé d'un brouillard trop épais, même pour cette saison. » Ils s'engagèrent sur le pont, dont les arches bossues disparaissaient dans la brume comme si elles menaient nulle part. Les pierres sous leurs pieds étaient humides et glissantes. Un silence surnaturel, tintinabulant, régnait autour d'eux. Il semblait que la ville entière retenait son souffle. Lucien sentait la dague chauffer sous sa cape. Sa lumière devenait inquiète, pulsatile. L'ombre était quelque part tout près. Elle ne les voyait pas, mais sentait déjà la présence de l'ancienne magie. Au milieu du pont, là où se tenaient habituellement les vendeurs de marrons chauds, c'était le vide. Seule une charrette en bois solitaire, abandonnée par quelqu'un, se serrait tristement contre la rambarde. « Pourquoi est-ce si calme ?» chuchota Lucien. « Même l'eau ne fait pas de bruit. »« L'ombre ne vole pas seulement la voix des gens, » répondit la vieille femme en serrant plus fort son bâton. « Elle prend la voix du vent, de la rivière, des pierres. Elle veut rendre le monde muet. Marche plus vite, Lucien, ne regarde pas l'eau. Dans un tel silence, il est facile d'oublier où l'on va. »
Ils accélérèrent le pas, leurs silhouettes se dissolvant dans la grisaille, jusqu'à ce que devant eux émergent les contours des immenses tours de la cathédrale, semblables à des géants endormis. La place devant la cathédrale était déserte. La masse de Notre-Dame se dressait au-dessus d'eux, ses flèches perçant le ciel bas. Les saints de pierre au portail regardèrent vers le bas avec un calme muet. Mais Lucien savait qu'il n'était pas seul ici. Il s'approcha de la balustrade de pierre qui clôturait le jardin de la cathédrale. Sur la rambarde, voûtée et serrant ses genoux de ses ailes de pierre, était assise une gargouille. Ses yeux de granit, habituellement vides, brillaient maintenant à peine dans les reflets de la dague cachée. Dès que Lucien arriva à la hauteur de la statue, un son retentit, semblable au grincement de meule. La tête de Pierre se tourna lentement vers eux. « Qui porte la lumière dans le royaume des sons volés ?» gronda la voix de la gargouille, profonde et lourde comme la terre elle-même. Lucien s'arrêta, reculant d'un pas, mais il n'y avait pas de peur. Il entr'ouvrit sa cape, laissant l'éclat rubis éclairer le mufle du gardien. « Je suis Lucien, » dit fermement le garçon, « et voici Mère Chouette. Nous portons ce qui a été perdu. Nous allons à la bibliothèque. » La gargouille cligna lentement des yeux et de ses paupières tomba de la poussière de pierre. « La bibliothèque est verrouillée, petit voyageur. L'ombre garde les portes. Mais il est des chemins connus seulement de ceux qui sont faits de pierre. » La gargouille souleva son aile puissante avec un lourd grincement minéral, secouant la poussière séculaire et les gouttes de rosée nocturne. Sous les plumes de pierre, dans une niche que l'ombre cachait auparavant, se révéla un passage étroit, à peine visible, menant à l'intérieur du mur de la cathédrale. L'obscurité y semblait épaisse et veloutée, mais Lucien sentait qu'une chaleur sèche, sentant la cire et le vieux papier, émanait des profondeurs. « Le chemin des ombres vous est fermé, mais le chemin de la pierre est toujours ouvert à ceux qui écoutent, » gronda le gardien, et sa voix vibra dans la maçonnerie même du pavé. « Allez doucement. L'écho vit longtemps ici et se souvient de chaque mot. » Mère Chouette s'inclina devant la bête de pierre avec le même respect qu'elle aurait eu pour une reine. Lucien, serrant plus fort le manche de la dague, s'engagea dans l'ouverture. « Merci » chuchota-t-il avant de disparaître dans le mur. À l'intérieur, c'était étroit. Un escalier en colimaçon, usé par les pieds de milliers de moines au fil des siècles, montait vers le haut. La lumière du rubis ici, dans cet espace clos, semblait plus vive. Elle jouait sur les irrégularités des murs, transformant les fissures en cartes bizarres de terres inconnues. Il montait en silence, essayant de poser le pied sur les bords des marches, là où la pierre grinçait le moins. L'escalier semblait infini, s'enroulant en spirale comme la coquille d'un escargot. Lucien n'entendait que la respiration lourde de Mère Chouette derrière lui et le battement régulier de son propre cœur. Ici, dans l'épaisseur des murs, le monde de la ville extérieure avait cessé d'exister. Il ne restait que la pierre, l'obscurité et la lumière directrice de la dague. Enfin, l'escalier se termina par une petite porte en bois, ferrée de fer noirci. Lucien appuya prudemment sur la poignée. La porte céda sans bruit, comme huilée, et leur ouvrit le passage vers un immense espace plongé dans la pénombre. « Sommes-nous arrivés ?» demanda à peine Lucien, s'arrêtant sur le seuil et levant la dague plus haut pour éclairer le chemin. « C'est la galerie des murmures, » répondit la vieille femme en regardant par-dessus son épaule. « Regarde, Lucien, ce n'est pas simplement une pièce, c'est le cœur de la mémoire de la ville. » Devant eux s'étendait la salle principale de la bibliothèque royale. De hautes étagères montaient mis vers le haut, se perdant dans l'obscurité sous les voûtes, et chacune d'elles était densément garnie de livres. L'odeur ici était particulière, un mélange de cuir de reliure, d'encre sèche et de cette poussière spéciale, douillette, qui n'existe que dans les endroits où le temps s'écoule plus lentement.
Ils posèrent le pied sur le parquet et, à la surprise de Lucien, les planches ne craquèrent pas. Le sol était recouvert d'épais tapis absorbant le moindre son. Dans cette immense salle, le silence était différent de celui de la rue. Dehors, le silence était vide et inquiétant, volé par l'ombre. Ici, le silence était naturel, vivant. C'était le silence des histoires endormies, attendant leur lecteur. Lucien marchait lentement entre les rangées, regardant avec vénération les dos des livres. La dorure des titres s'illuminait sous le rayon de la dague et s'éteignait aussitôt que la lumière passait plus loin. « Comment trouverons-nous le bon livre ?» demanda le garçon en regardant les rangées infinies d'étagères. « Il y en a des milliers ici. » Mère Chouette sourit des yeux, son visage dans la douce lumière semblait calme et sage. « Tu n'as pas besoin de chercher avec les yeux, mon doux. La dague est une partie d'un tout. Elle sait elle-même où est sa maison. Laisse simplement ta main te guider. » Lucien détendit son poignet, faisant confiance à l'arme. Et en effet, il sentit une traction légère, à peine perceptible, comme si un fil invisible tirait la pointe de la lame vers les profondeurs de la salle, là où les ombres étaient les plus denses. Suivant l'appel de la dague, ils passèrent devant les sections des cartes, où les globes brillaient doucement de leurs flancs vernis, et dépassèrent les rangées de chroniques, sentant les herbes sèches. Plus ils s'enfonçaient dans la bibliothèque, plus l'air devenait froid. Ce n'était pas le gel de l'hiver, mais le froid pénétrant du vide, contre lequel même la cape de laine ne protégeait pas. La lumière du rubis commença à trembler, comme la flamme d'une bougie dans le vent, mais ne s'éteignit pas. Elle devint plus concentrée, plus affûtée. Lucien sentait le métal chauffer dans sa main, avertissant de la proximité de quelque chose d'étranger. « Elle est là !» chuchota Mère Chouette, s'arrêtant et s'appuyant sur son bâton des deux mains. L'ombre. Elle sent que nous sommes venus reprendre ce qu'elle considère sien. Devant, au centre de la salle de lecture circulaire, se tenait un pupitre en chêne massif. Sur celui-ci reposait un immense livre ouvert. Mais ses pages étaient sombres, comme inondées d'encre, et au-dessus d'elle tourbillonnait une brume légère, à peine visible. « C'est ce livre-là » demanda Lucien sans quitter le pupitre des yeux. Sa voix trembla, mais il fit un pas en avant. « Le livre des vrais sons » confirma la vieille femme. « C'est de sa reliure que cette dague a été arrachée pour forcer l'histoire à se taire. » Lucien s'approcha lentement du pupitre. L'air autour s'épaissit, devenant dense et visqueux. Chaque mouvement demandait un effort, comme s'il marchait à travers une masse d'eau. L'obscurité autour du livre commença à bouger, prenant forme. Des coins de la salle, de dessous les hautes étagères, rampèrent de longues ombres brisées, se fondant en une seule figure informe suspendue au-dessus des pages ouvertes. La figure n'avait pas de visage, seulement la sensation d'un vide infini et avide. « Tu as apporté la lumière là où il ne devrait y avoir que le repos », résonna une voix qui ne sonnait pas dans les oreilles, mais directement dans la tête de Lucien. C'était une voix sans timbre, sèche comme le bruissement du sable. « Pourquoi troubles-tu le silence, petit homme ?» Lucien s'arrêta à un pas de la table. Il leva la dague devant lui, et la lumière du rubis frappa les ténèbres tourbillonnantes, les forçant à reculer. « Le silence doit être un repos, pas une prison », répondit fermement Lucien, s'étonnant de sa propre audace. « Tu as volé la voix des amis, le rire des enfants et la chanson du vent. Je suis venu les rendre. » L'ombre siffla, se contractant, mais n'attaqua pas. La lumière de l'ancienne lame lui était insupportable. Elle brûlait son essence tissée de ténèbres. La lumière dissipe les mystères, froufrouta l'ombre, tournant autour du pupitre. Sans moi, il n'y aurait pas de repos. J'offre l'oubli. L'oubli n'est pas le sommeil, objecta le garçon, faisant un dernier pas vers le livre. Le sommeil donne des forces et toi tu les prends. L'ombre, en réponse, grandit, s'élevant jusqu'au plafond même, tel un immense nuage d'orage prêt à déverser une averse.
Elle recouvrit les étages supérieurs des étagères et l'obscurité dans la salle devint presque palpable, pesant sur les épaules. Le froid s'intensifia, se glissant sous les vêtements, tentant de geler la détermination même dans le cœur du garçon. Mais le rubis sur le manche de la dague s'enflamma encore plus vivement. Sa pulsation devint régulière et puissante, comme le battement d'un cœur calme et fort. Cette lumière créa autour de Lucien un dôme à travers lequel les ténèbres ne pouvaient pénétrer. « Tu penses que cette minuscule étincelle te sauvera ?» froufrouta l'ombre, et à sa voix un frisson parcourut les rangées de livres, faisant trembler les pages à peine auditivement. « Je suis éternel, comme la nuit, et ta lumière n'est qu'une étincelle qui s'éteindra. » Lucien serra plus fort le cuir chaud du manche. Il sentait la force de la dague couler dans sa main, apaisant le tremblement. « Une étincelle suffit pour allumer un foyer, » répondit-il en regardant droit dans le vide où aurait dû se trouver le visage de l'ennemi. Et la nuit recule toujours devant l'aube. C'est une loi plus vieille que toi. Mère Chouette, qui se tenait un peu en retrait, frappa le sol de son bâton. « Écoute la pierre, Lucien, dit-elle doucement. Elle n'a pas peur de l'obscurité, car elle sait, le soleil revient toujours. » Lucien inspira profondément, emplissant ses poumons de l'air frais et poussiéreux de la bibliothèque, et leva la dague haut au-dessus de sa tête. Il ne fit pas mine de frapper ou de menacer. Il permit simplement à la lumière d'être. Un rayon vif et pur frappa vers le haut, se refléta sur les voûtes dorées du plafond et se dispersa en milliers d'éclats à travers toute l'immense salle. Les coins sombres, où la poussière se cachait depuis des années, s'illuminèrent soudain d'un or doux. Les dos des livres s'embrasèrent tous ensemble, comme pour saluer un invité attendu depuis longtemps. L'ombre émit un son semblable au sifflement de l'eau tombant sur des braises ardentes. Elle tressauta, se contracta, perdant ses dimensions monstrueuses. La lumière n'était pas pour elle une arme, mais une vérité qu'elle ne pouvait supporter. « Arrête !» implora l'ombre, sa voix devint plus fine, plus faible. « Tu vas détruire le repos. Le monde deviendra trop bruyant, trop lumineux. Le monde deviendra vivant, objecta Lucien, faisant encore un pas vers le pupitre. Maintenant, il voyait l'ombre telle qu'elle était vraiment. Non pas un géant, mais juste un amas de fumée grise, tremblant de peur devant la clarté. Maintenant, Lucien se tenait tout contre le massif pupitre de chêne. Devant lui gisait le livre des vrais sons. De près, il semblait encore plus ancien. Ses pages étaient faites de parchemin très fin et sa reliure de cuir sombre et craquelé. Sur la tranche du livre, là où se rejoignaient les fils de la couture, béait une plaie profonde et déchirée, un logement vide répétant exactement la forme de la lame de la dague. Le livre semblait s'être figé dans l'attente, retenant son souffle. L'ombre, réduite à la taille d'un chat errant, s'agitait au pied du pupitre, tentant une dernière fois de barrer la route, mais la lumière de la dague la chassait au loin. « Si tu le remets, rien ne sera plus comme avant, » siffla-t-elle de sous la table. « Tu oublieras le silence. » Lucien regarda la dague, puis le livre. Ils étaient des parties d'un même tout, séparés depuis trop longtemps. « Je n'oublierai pas le silence, » dit doucement le garçon. « Mais je veux qu'il soit un choix, et non une malédiction. » Il plaça la lame au-dessus de la reliure. Le rubis s'enflamma si fort que Lucien dut plisser les yeux. Le garçon, lentement, avec une minutie solennelle, abaissa la lame dans le logement qui lui était destiné. Le métal toucha le cuir de la reliure, et un tintement calme mais distinct retentit, semblable au son d'un diapason. La dague entra doucement, sans effort, comme retournant dans un fourreau fait spécialement pour elle. La lame disparut dans l'épaisseur de la reliure et le manche au rubis reprit sa place, refermant l'ancien circuit. Au même instant, une onde parcourut la salle. Ce n'était pas du vent, mais une vibration de l'espace lui-même. Le livre sous les mains de Lucien tiédit. Les ténèbres d'encre cachant le texte sur les pages commencèrent à se dissiper, tel le brouillard sous le soleil matinal.
révélant des lignes régulières et belles, brillant de l'intérieur. « C'est accompli », expira Mère Chouette en s'approchant et en posant la main sur l'épaule du garçon. « Tu le sens, Lucien ?» Le cœur de la ville bat à nouveau. Lucien n'enlevait pas ses mains du livre. Il sentait sous ses doigts courir un léger frisson, comme si quelque chose d'immense et de bon s'éveillait. « Je sens de la chaleur, chuchota-t-il. Elle vient du livre. » L'ombre, privée de sa force, s'amenuisa et se dissolut définitivement dans l'air, ne laissant derrière elle qu'une légère odeur d'ozone, comme après un orage. La salle de la bibliothèque s'emplit d'une lumière douce et ambrée qui ne venait pas des lampes, mais des livres eux-mêmes. Et alors vint le premier son. Ce n'était ni tonnerre ni fanfare. Quelque part haut sous les voûtes, dans une fenêtre de ventilation, un cadre grinça doucement et un vent nocturne frais s'engouffra à l'intérieur. Ensuite, Lucien entendit comment, très loin, derrière les murs épais, l'eau clapotait dans la Seine. Puis retentit le claquement lointain et étouffé de sabots sur les pavés. Les sons revenaient, prudemment, un par un, comme des oiseaux craintifs se posant sur des branches. « Écoute, dit Mère Chouette en fermant les yeux et en souriant. C'est la musique de la vie. » Lucien ferma les yeux. Maintenant, le silence dans la bibliothèque était rempli de sens. C'était une pause avant un nouveau chapitre, et non la fin de l'histoire. « Ils reviennent, » prononça-t-il doucement, et sa voix pour la première fois cette nuit sonna claire, sans la ouate sourde du mutisme. J'entends la ville respirer. Lucien et Mère Chouette se dirigèrent lentement vers la sortie de la salle de lecture. Maintenant que la menace était passée, la bibliothèque ne semblait plus être un labyrinthe effrayant, mais un refuge douillet où chaque objet connaissait sa place. La lumière dorée émanant des livres s'éteignait progressivement, laissant place à une pénombre habituelle. Mais cette pénombre était chaude et veloutée. L'air ne sentait plus le vide froid. Il s'était empli des arômes de vieux cuir, de cire d'abeille et de sachets de lavande séchés, cachés entre les pages pour préserver le papier. Ils marchaient sur les tapis moelleux et leurs pas étaient légers et silencieux, non par peur, mais par respect pour le repos de ce lieu. Les livres dorment aussi, remarqua Lucien en regardant les rangées infinies d'étagères disparaissant dans l'obscurité sous le plafond. Maintenant, ils semblent apaisés. Mère Chouette acquiesça, s'appuyant sur son bâton qui frappait maintenant le sol non plus avec anxiété, mais avec rythme. Chaque histoire doit avoir une fin pour qu'une nouvelle puisse commencer, répondit-elle doucement. Ils attendèrent le retour de leur partie. Maintenant que la dague est à sa place, les mots à l'intérieur ne tremblent plus de froid. Ils se retrouvèrent de nouveau dans l'étroit escalier en colimaçon à l'intérieur du mur de la cathédrale. Descendre était plus facile que monter. Les murs de pierre semblaient avoir absorbé la chaleur des sons retrouvés et la rendaient maintenant aux voyageurs. Lucien passait la main sur la maçonnerie rugueuse, sentant sous ses doigts l'histoire ancienne de cet édifice. Quelque part, loin en bas, dans les entrailles de la cathédrale, l'orgue bourdonna à peine, le vent avait sans doute effleuré les tuyaux par hasard, faisant naître un son bas et vibrant, semblable à un profond soupir. « Tu entends » chuchota Lucien, s'arrêtant au tournant de l'escalier. La cathédrale chante. La vieille femme sourit dans l'obscurité. « La pierre se souvient toujours de la musique, dit-elle. Elle a absorbé les prières et les chants pendant des siècles. Maintenant, elle les expire simplement. Nous avons fait une bonne chose, mon garçon. Nous avons rendu son souffle à la pierre. » Ils continuèrent la descente, leurs ombres dansant sur les murs dans la faible lumière perçant à travers les rares fentes de la maçonnerie. Lorsqu'ils sortirent du passage secret pour revenir à l'air frais, le Paris nocturne les accueillit tout autre. Le brouillard, qui se dressait il y a peu encore comme un mur compact sur la place, commençait à se dissiper, se déchirant en lambeaux légers et transparents qui flottaient paresseusement au-dessus des pavés. Le ciel au-dessus des flèches de Notre-Dame s'était dégagé et des étoiles pâles mais claires y apparaissaient.
La gargouille de pierre était assise à sa place, serrant toujours ses genoux, mais sa pose ne semblait plus tendue. Le silence est parti, gronda le gardien sans tourner la tête, mais Lucien savait que les mots s'adressaient à eux. J'entends les rats courir dans les caves et l'eau user la pierre des quais. Ce sont de bons sons. Vivant, Lucien s'approcha de la rambarde et regarda la ville en contrebas. « Nous avons rendu la dague, dit-il simplement. L'ombre a disparu. Les ombres disparaissent avec l'aube, mais la pierre reste, remarqua philosophiquement la gargouille, et sa voix devint plus basse, se fondant avec le bruissement du vent dans les cimes des arbres du jardin. Allez en paix. La nuit est courte et les rêves vous attendent encore. » Ils sortirent de l'enceinte de la cathédrale et se dirigèrent vers le pont. La ville autour d'eux s'éveillait lentement, mais sûrement. Ce n'était pas le réveil bruyant du jour, mais la vie mystérieuse de la nuit. Quelque part dans une ruelle, grinça un volet dérangé par le vent. De la rue voisine parvint le claquement rythmé de sabots, une patrouille de nuit ou un équipage tardif se pressant de rentrer. Ces sons étaient doux, ils n'écorchèrent pas l'oreille, mais s'inséraient harmonieusement dans le tableau général du monde. Lucien inspira à plein poumon. L'air sentait le pavé mouillé et à peine perceptiblement, le pain chaud, quelque part au fond du quartier, les boulangers commençaient déjà à pétrir la pâte pour les baguettes du matin. Je n'aurais jamais cru être si heureux d'entendre le grincement d'une charrette, avoua Lucien en regardant les rides de l'eau sur la Seine attraper les reflets des lanternes. Mère Chouette s'arrêta au parapet du pont. « Nous n'apprécions que ce que nous pouvons perdre, » remarqua-t-elle sagement. « Maintenant, chaque son sera pour toi un cadeau. Mais souviens-toi, Lucien, les mots les plus importants se prononcent souvent en chuchotant. Ne laisse pas le bruit du jour les étouffer. » Il se tenait au milieu du pont, regardant les eaux sombres de la Seine qui murmuraient maintenant joyeusement en contournant les piliers de pierre. La rivière parlait sa langue éternelle, racontant des histoires de mers lointaines et de ruisseaux de montagne. Le courant était calme et confiant. Il emportait les restes de l'anxiété nocturne, berçant la ville avant l'aube prochaine. Au loin, sur l'autre rive, les rares lumières aux fenêtres commençaient à s'éteindre. Paris dormait, mais c'était maintenant un sommeil sain et paisible. Lucien sentit une agréable lourdeur dans ses jambes. La fatigue après cette longue aventure tombait sur lui comme une couverture douce. « Je dois y aller », dit-il doucement, comprenant que sa mission était terminée. « Et toi, où iras-tu, mère ?» La vieille femme ajusta le châle sur ses épaules et regarda vers l'est où le ciel s'était un peu éclairci, promettant un nouveau jour. « J'irai là où mon aide est nécessaire, » répondit-elle mystérieusement. « Où je trouverai simplement un toit chaud pour dormir. Les gardiens aussi ont besoin de repos, Lucien. Vas-y toi aussi. Ton grenier t'attend et tes rêves seront légers aujourd'hui. » Lucien suivit du regard la silhouette voûtée de la vieille femme qui s'éloignait lentement vers le vieux quartier du Marais. Le brouillard s'était presque dissipé, et sa silhouette se dissolvait peu à peu non plus dans une brume blanche, mais dans les douces ombres d'avant l'aube de la rue étroite. Le garçon resta encore une minute, écoutant le bruit du bâton s'éloignant sur le pavé. Toc, 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 jusqu'à ce qu'il se taise définitivement, laissant place au bruissement du feuillage des platanes. Maintenant, il restait seul, mais le sentiment de solitude avait disparu, laissant place à une assurance calme. Il tourna vers la colline de Montmartre, où sous le toit même d'une haute maison se trouvait son refuge. Marcher était facile, la fatigue accumulée dans son corps était agréable, visqueuse, comme du miel chaud. Ses jambes choisissaient elles-mêmes le chemin, foulant les pierres familières. « À bientôt, mère », chuchota Lucien dans le vide de la rue, sachant que le vent porterait ses mots. « Merci pour le chemin. » La ville autour respirait régulièrement et profondément. Les réverbères commençaient déjà à s'éteindre un à un, laissant place à la lumière grise du matin qui rendait les contours des maisons doux et aquarellés.
Le chemin du retour passait devant la boulangerie, dont les fenêtres brillaient déjà d'une lumière chaude et orangée. La porte était entr'ouverte et une odeur divine de pâtisserie fraîche et de vanille s'échappait vers la rue. Sur le seuil était assis un chat roux touffu, plissant les yeux de plaisir et de la chaleur venant de l'intérieur. Il ne s'enfuit pas à la vue du garçon, mais s'étira seulement paresseusement, sortant ses griffes et agitant la queue. Lucien s'arrêta un instant et s'accroupit, tendant la main vers le flanc chaud du chat. La fourrure était douce et épaisse. Le chat ronronna fort, et ce son, un grondement douillet et vibrant, sembla à Lucien la meilleure musique du monde. « Toi aussi tu l'entends, n'est-ce pas ?» demanda doucement le garçon en grattant le chat derrière l'oreille. La ville chante de nouveau sa chanson. Le chat cligna simplement de ses yeux verts et cogna la main de Lucien de son nez humide, comme pour confirmer ses mots. Le garçon se redressa et continua son chemin, emportant avec lui la sensation de chaleur au bout des doigts. Les rues s'éveillaient, mais ce réveil était lent, sans hâte, plein de la langueur du matin. La vieille maison où vivait Lucien l'accueillit par le grincement habituel de la lourde porte d'entrée. Dans le hall, cela sentait le vieux bois et le savon à la lavande. L'escalier de bois montait vers la pénombre des étages supérieurs. Lucien saisit la rampe polie par des milliers de mains et commença l'ascension. Chaque marche répondait par son propre son, familier au garçon depuis l'enfance. Au 3e étage, il s'arrêta pour reprendre son souffle. Le silence dans la maison était domestique, sécurisant. Derrière les portes des appartements, les gens dormaient, et leur sommeil était gardé par d'épais murs. Lucien se sentait partie de ce grand organisme endormi. « Encore un peu », se chuchota-t-il à lui-même en montant la dernière volée menant au grenier. Presque à la maison. Ses jambes bourdonnaient, mais c'était cette douce lourdeur qui présage un sommeil profond et solide. Il atteignit sa petite porte sous la poutre même du toit, appuya sur le loquet et entra dans son minuscule royaume. Dans le grenier, il faisait frais. Par la petite lucarne se déversait la lumière pâle du matin naissant, rayant le plancher de lattes de bande argentée. Lucien n'alluma pas de bougie. Il s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. Devant lui s'étendait la mer des toits parisiens, de tuiles, d'ardoises, de zinc. Les tuyaux des cheminées s'alignaient en rangs bizarres, semblables à des gardiens figés. Quelque part au loin brillait le ruban de la Seine, et au-dessus se dressaient les tours de Notre-Dame, maintenant calmes et majestueuses dans la brume matinale. Tout était à sa place. Les sons, les odeurs, les couleurs, tout était revenu en harmonie. Lucien s'éloigna de la fenêtre et s'allongea sur son matelas rempli de paille et couvert d'une courte pointe. La paille froufrouta, prenant la forme de son corps, l'étreignant et le réchauffant. « Tout va bien » marmonna-t-il, sentant ses paupières devenir lourdes, impossibles à soulever. « Maintenant, tout est juste. » Il s'installa plus confortablement sur l'oreiller, remontant ses genoux vers sa poitrine et s'enveloppant dans la couverture jusqu'au menton. La chaleur commença à se répandre dans son corps, détendant chaque muscle, chaque doigt. Les pensées devenaient visqueuses et lentes, comme l'eau de la rivière. Les images de l'aventure nocturne, la lumière de la dague, les voûtes sombres de la bibliothèque, le sourire de pierre de la gargouille flottaient devant son regard intérieur, mais ne provoquaient plus d'agitation, seulement une joie tranquille. De la rue parvint le carillon mélodieux des cloches de l'église, annonçant le début du jour. Mais pour Lucien, ce son devint une berceuse. Il ferma les yeux et sa respiration devint régulière et profonde, à l'unisson avec le souffle de l'immense et vieille ville. « Bonne nuit, Paris », expira-t-il à peine audiblement, sombrant dans un sommeil doux et velouté, sans rêve. Et la ville lui répondit par un millier de voix silencieuses, protégeant le repos de son petit sauveur.